Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des opérations d'arithmétique entière en VHDL. Voici les sujets de ce thème. Tout d'abord, nous allons voir un exemple de la conversion de couleur de RGB à CMYK. Nous allons voir les types à utiliser pour la synthèse, les opérateurs et fonctions arithmétiques en VHDL et la conversion de type. Commençons par un exemple. Considérons le problème de la conversion des couleurs de RGB à CMYK. Pour une imprimante, les images sont habituellement encodées dans l'espace à 3 dimensions RGB, alors que l'imprimante utilise des couleurs noir, cyan, magenta et jaune. Il faut donc faire une conversion de l'espace RGB à l'espace CMYK. Les équations de conversion sont relativement faciles. Le cyan est donné par 255 moins rouge, le magenta par 255 moins vert et le jaune par 255 moins bleu. De façon à économiser sur les encres de couleur, les imprimantes vont utiliser de l'encre noire aussi. Et la composante grise, qui est faite à partir de couleurs, va être enlevée des couleurs et va être réalisée par de l'encre noire. Donc les encres de couleur ne vont faire que de la couleur. On ne mélangera pas jamais deux niveaux de couleur pour faire du gris. Ça coûterait trop cher, ça ne serait pas efficace. Donc par exemple, si le résultat de l'opération nous donne CMY est égal à 250,200,200. On va prendre 50 unités de la couleur cyan et 200 unités de couleur noire. Et ça nous donnera la bonne couleur. On a donc les équations suivantes pour la conversion de RGB à CMYK. Donc, pour cyan, avec un petit t ici pour temporaire, on a 255 R, 255 G pour magenta et 255 B pour jaune temporaire. Ensuite, on trouve le minimum de ces trois valeurs et ce sera la valeur de l'encre noire. Ensuite, finalement, le cyan et le magenta et le Y, le jaune, seront donnés par les valeurs temporaires moins la quantité de noir à faire. Donc, comment faire un processeur qui pourrait effectuer ces calculs? Bien, le diagramme montré sur la diapositive est une solution qui pourrait fonctionner. En entrée, on a R, G et B, exprimées chacune sur 8 bits. On soustrait à la valeur 255 une constante, chacune de ces valeurs. Ça nous donne le cyan temporaire, magenta temporaire et le jaune temporaire. On trouve aussi le minimum de ces trois valeurs qui va nous donner le résultat de l'encre noire K. On soustrait ensuite de nos trois couleurs temporaires la quantité de noir qui sera appliquée et ça nous donnera à la fin les valeurs de C, M et Y. Il faut donc maintenant faire des choix. On a des valeurs numériques, quel type choisir? On a des valeurs entières et on sait que toutes les valeurs seront toujours entre 0 et 255. Le type real ne serait pas une bonne idée. Premièrement, il est trop précis, on a seulement besoin de 8 bits de précision, on n'a pas de calcul à virgule flottante. Et en plus, il n'est pas synthétisable. Les types integer et natural pourraient être corrects. Positive ne serait pas correct parce qu'il n'inclut pas la valeur 0. Signed et unsigned serait probablement correct aussi, et std logic vector ne serait pas un bon choix. On a besoin de l'opération de soustraction, et on a aussi besoin de l'opération minimum. La soustraction, en fait, on va la faire 6 fois. La diapositive présente résume les considérations de choix de type à utiliser pour la synthèse. Encore une fois, pour la synthèse, pour des nombres, des quantités numériques, le premier choix est probablement les valeurs signed et unsigned. Un deuxième choix, qui peut être très bon, serait les types integer, natural et positive. On devrait en général proscrire le type real et ainsi que le type std logic vector. Il y aura des exceptions, bien sûr, mais en général, c'est vrai. Les opérateurs et fonctions arithmétiques VHDL qu'on peut utiliser pour la synthèse sont énumérés sur la diapositive présente. On a tout d'abord l'addition, la soustraction, la multiplication et la valeur absolue. Ces opérateurs sont synthétisables. On a la division, le modulo et le reste par une puissance de 2. Ils sont synthétisables dans ce cas. Ensuite, on a le décalage vers la gauche, le décalage vers la droite et le redimensionnement d'un vecteur. Ces fonctions aussi sont synthétisables.
Il y a 4 exemples de code dans la boîte en bleu sur la diapositive. Tout d'abord, une addition, B plus C plus la valeur absolue de D. Ensuite, la division de la quantité B par 64. 64 étant une puissance de 2, ça va, c'est synthétisable. Un décalage de 3 positions du vecteur B, ça correspondrait donc à le multiplier par 8. Et un redimensionnement du vecteur A par la longueur du vecteur J. Dans l'exemple qui est ici, il n'est pas possible de vérifier que les tailles des expressions correspondent bien aux tailles des destinations. Si ce n'est pas le cas, il y aurait une erreur, soit lors de la compilation, soit lors de l'exécution. Le tableau qui est à droite de la diapositive montre, pour chacun des opérateurs, les différents types des opérandes et des résultats. Par exemple, pour le type, pour l'opération valeur absolue et l'opération moins, qui consiste à inverser le signe d'une quantité, l'opérande 1 doit être de type signed et le type du résultat serait alors aussi de type signed. Le décalage vers la gauche, l'opérande 1, qui est l'argument, serait de type signed, et le compte, c'est-à-dire le nombre de positions par lequel l'argument doit être décalé, et doit être de type natural. Et le résultat est de type signed. Si on reprend notre exemple de conversion des couleurs de RGB à CMYK, voici un code VHDL qui fonctionnerait pour ce module. Ce code est synthétisable. Il y a d'abord 3 ports d'entrée, rouge, vert et bleu, qui sont de type unsigned sur 8 bits. Il y a 4 ports de sortie, cyan, magenta, jaune et noir, qui sont aussi exprimés sur 8 bits. J'ai utilisé dans le code ici un processus, mais attention, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de signal de réinitialisation et il n'y a pas de condition sur une transition d'horloge. Donc, bien qu'on utilise un processus, il n'y a pas dans ce code de bascule qui soit instancié. J'ai utilisé un processus de façon à pouvoir utiliser des variables. J'ai défini 3 variables pour les couleurs, cyan temporaire, magenta temporaire et jaune temporaire, notés avec un T, et 2 autres variables temporaires, noir T1 et noir T2, qui vont servir dans l'opération du calcul du minimum. Tout d'abord, on effectue la première opération qui consiste à soustraire les valeurs rouge, vert et bleu de la constante 255 de façon à trouver les 3 couleurs temporaires. Ensuite, ici, on trouve la valeur minimale des 3 couleurs temporaires et celle-ci se retrouvera dans la variable noir T2. Donc, noir T2 sera ici et qui sera ensuite placé dans K. Le détail de l'opération minimum est montré ici en schéma. Donc, tout d'abord, on décompose le minimum de 3 valeurs en 2 opérations minimum. Tout d'abord, le minimum entre CT et MT, et ensuite le minimum du résultat avec YT. On commence par établir si CT est plus petit que MT ou non. Si CT est plus petit, à ce moment-là, la sortie du bloc sera de 1, et donc on aiguillera la valeur de CT vers noir T1. Sinon, eh bien, ce sera MT qui sera aiguillé vers noir T1. Le deuxième bloc minimum est identique. Le code VHDL qui est ici effectue exactement cette opération. Donc, si cyan T est plus petit que magenta T, alors noir T1 est égal à cyan T, sinon noir T1 est égal à magenta T. Et le deuxième bloc est identique. Voici le banc d'essai pour le module de conversion de couleur de RGB à CMYK. Il y a quand même pas mal de lignes de code sur la diapositive. On va les regarder bloc par bloc. Donc, le banc d'essai, comme à l'habitude, est défini ici. Il n'a pas de port d'entrée ni de sortie et on a une architecture. On définit différents signaux pour mener notre unité de test. On définit ici un nouveau type qui est un amalgame de 3 vecteurs de 8 bits. Et ici sont les vecteurs de test qui seront appliqués à notre unité de test. L'architecture débute à proprement parler ici avec l'énoncé begin. Tout d'abord, on instancie l'unité qui sera testée. Ensuite, un processus. Dans le processus, il y a une boucle. Dans la boucle, on passera à travers chacun des vecteurs de test qui sont ici définis dans le tableau. Donc, tout d'abord, on assigne la valeur rouge au signal rouge,
le vert au vert, le bleu au bleu, et on pause pour 10 nanosecondes, le temps de laisser à l'unité de test le temps de réagir. Ensuite, c'est ici où on fait la vérification. Il y a 3 énoncés de vérification qui sont identiques, sauf qu'un traite le cyan, un traite le magenta et l'autre traite le jaune. Considérons uniquement celui du cyan. Donc, sur la première ligne, on fait le calcul au long. Est-ce que 255 moins la valeur de noir plus la valeur de cyan est égal à ce qu'on s'attendrait, ce qu'on avait comme valeur de rouge dans le vecteur de test? Sinon, on rapporte une erreur avec suffisamment de détails pour pouvoir identifier où est la source de l'erreur. Donc, je vous propose de prendre ce banc d'essai, de le mettre dans votre simulateur de VHDL, ainsi que le module de conversion qui était sur la diapositive précédente, d'effectuer des changements, c'est-à-dire d'introduire des erreurs dans le module et de voir ce qui se passe. Pour assigner la valeur d'une expression à un objet en VHDL, il y a 2 conditions. Il faut que les types soient compatibles et que les dimensions soient les mêmes. Il faut aussi bien sûr penser au sens de l'expression. Le code VHDL qui est montré sur la diapositive donne différents exemples. Tout d'abord, on peut faire l'addition de 2 nombres de 8 bits, A8 et B8, on voit ici qu'ils ont chacun 8 bits, et placer le résultat dans un nombre de 8 bits aussi. Les signes concordent, ça va, il n'y a pas de problème. Attention, il n'y a aucune vérification ici qu'il n'y a pas de débordement. Donc ce serait possible que A8 et B8 soient grands tels que leur somme déborde ce qui peut être entreposé dans R8. Il n'y aura pas d'erreur ici, on ne pourrait la distinguer que lors d'une simulation. On peut aussi faire une opération entre A8, qui est de type SIND, et un entier, une constante, qui est la valeur 100 en décimale. Ça va très bien, ça compile, ça simule. Attention, il peut y avoir un risque de débordement encore une fois. On peut, si on le veut, s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement avec un énoncé comme la 3e ligne. Dans ce cas-ci, on fait manuellement l'extension du signe. On prend le bit de poids fort de A8, donc A8, indice A8 apostrophe left, donc l'indice de poids fort, et ce bit, on l'ajoute à A8 lui-même, c'est-à-dire on le concaténate. On fait la même chose avec B, on a donc maintenant 2 vecteurs de 9 bits qu'on additionne ensemble et qu'on place dans un signal ici de 9 bits de large. Donc ça fonctionne et là, on peut garantir qu'il n'y a pas d'erreur. Une façon quand même plus propre de faire les choses serait d'utiliser la fonction resize qui nous est offerte. Donc on prend A8, on l'exprime avec 9 bits, c'est-à-dire la largeur du port S9 ici. La même chose pour B8, on fait l'addition et on place la somme dans S9, ça va, pas de problème. On n'aurait pas pu prendre A8 et B8, les additionner ensemble et placer le tout dans T9, parce que la somme de A8 et B8 n'est exprimée qu'avec 8 bits. L'addition de 2 valeurs de type SIND produit une valeur dont la taille est la plus grande de la taille des 2 opérandes. Donc dans ce cas-ci, 8 bits. On ne peut pas placer une valeur de 8 bits dans un vecteur de 9 bits en VHDL. Il faut explicitement faire le redimensionnement du vecteur. Dans ce cas-ci, la bonne façon de faire, c'est la ligne avec S9. On peut aussi, bien sûr, faire des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, la dernière ligne. On prend les 7 bits les moins significatifs de A8, les 7 bits les moins significatifs de B8, on fait l'addition qui nous donne un résultat sur 7 bits qu'on place dans R7. Donc, du point de vue de la syntaxe de VHDL, il n'y a aucun problème, ça va bien. Mais est-ce logique de prendre seulement les 7 bits les moins significatifs de A8 et de B8 et les additionner ensemble? C'est un peu comme prendre la somme de 2 nombres décimaux, mais en considérant que leurs bits les moins significatifs. On peut peut-être imaginer des applications en cryptographie, mais certainement pas si le résultat de la somme est important pour nous. Le dernier sujet de cette vidéo, c'est les opérations de conversion de type entre les différents types numériques. Le diagramme sur la diapo représente complètement la situation et tous les cas possibles. Pour effectuer la conversion
d'une valeur de type real et l'amener en type integer, natural ou positive, on fait tout simplement une conversion explicite de type en mettant le type et la valeur. Par exemple, on ferait integer 3,1416. Le résultat serait 3. On peut donc prendre un real et le convertir en integer. Si on veut prendre une valeur entière integer et la convertir en real, c'est la même chose. Si on prend real de 3, ça donnera 3,0. En général, ce qu'on va vouloir faire, c'est des conversions entre les vecteurs de bits et les types numériques. Par exemple, si j'ai un vecteur de type signed, disons 0011, qui représente plus 3 en valeur signée, et qu'on veut le mettre en integer, bien on ferait tout integer avec la valeur. Si par contre, on a l'entier 5 et qu'on veut l'exprimer en type signed, à ce moment-là, on ferait tout signed, la valeur 5, et un certain nombre de bits. Le nombre de bits, bien sûr, doit être suffisant pour exprimer, pour représenter le nombre qu'on veut représenter, et bien sûr correspondra à nos spécifications. Dans ce cas-ci, pour un type signed, la valeur de 5 nécessiterait au moins 4 bits. On pourrait prendre plus de 4 bits, bien sûr. C'est à peu près les mêmes opérations de unsigned vers integer. Et puis, on peut aussi faire des conversions explicites de type entre sign et std logic vector. Par exemple, si j'ai la quantité 11011, le vecteur 11011 en std logic vector, et je veux savoir quelle est la valeur correspondante en signed, eh bien, je ferais signed, parenthèse, 11011, ça me donnerait alors la représentation en signed. Je pourrais faire la même chose avec unsigned. Il faut faire attention, std logic vector ne représente qu'un vecteur de bits. Dans cette vidéo, on a vu comment utiliser correctement des types VHDL pour représenter des nombres dans un modèle. On a vu comment choisir le type numérique le plus approprié à un problème en tenant compte de la précision des calculs et la complexité du circuit synthétisé. On a vu différents opérateurs arithmétiques de VHDL et on a vu comment utiliser correctement les fonctions de conversion entre les types numériques.